Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Dans le cadre des cours de neurologie 4e année de médecine, je vais vous présenter aujourd'hui un cours qui aborde le sujet des compressions médulaires d'origine non traumatique. J'ai organisé cette diapositive pour que vous pouvez utiliser comme une source de révision. J'espère qu'elle sera utile. Le cours de compression médulaire est très important à connaître parce qu'il s'agit d'une urgence neurochirurgicale par excellence. Et pour clarifier les choses, on va suivre le plan suivant. Un rappel anatomique et physiologique comme une introduction, la définition exacte de la compression médulaire et sa physiopathologie, les différents syndromes cliniques retrouvés et comment ils s'évaluent, les variétés cliniques selon la topographie de la compression, le premier examen paraclinique à réaliser devant cette compression, et les autres examens réalisables, les différentes étiologies, que ce soit néoplasiques ou infectieuses, et le traitement de chacune. On conclut par des idées les plus importantes à garder, et à la fin, on fera quelques QCM pour tester les informations acquises. Il faut garder dans la tête que la compression médulaire est une urgence neurochirurgicale par excellence, qui peut mettre en danger le pronostic fonctionnel du patient, mais parfois même le pronostic vital, par la survenue d'une myélomalacie irréversible. Donc, qui dit myélomalacie dit nécrose de la moelle, donc des déficits neurologiques définitifs. On peut cliniquement suspecter l'arrivée d'une compression médulaire par l'association d'un syndrome lésionnel et un syndrome sous-lésionnel. D'un côté, le syndrome lésionnel est témoin de la localisation exacte de cette compression, qui est un sort de syndrome radiculaire, donc il est de type périphérique. Par exemple, une compression au niveau cervical, disons C5. Donc, une hypoesthésie de la face externe de l'épaule, un déficit moteur de l'abduction par atteinte de nerfs qui innerve le muscle deltoïde et abolition du réflexe bicipital. Dans l'autre côté, le syndrome sous-lésionnel signale l'arrêt de l'influx nerveux, des voies longues, ascendantes et descendantes, donc des troubles sensitifs et des troubles moteurs. Les troubles moteurs sont de type central, donc syndrome pyramidal. Et il y a aussi des troubles sphinctériens, dont le syndrome sous-lésionnel. Pour le diagnostic étiologique, l'ERM est l'examen clé. Permet non seulement de faire le diagnostic de la compression médulaire, mais même de donner le diagnostic anatomopathologique à 90%, en précisant la nature de la compression. C'est quoi l'importance de dire que la compression médulaire est une urgence neurochirurgicale? C'est parce qu'on doit la diagnostiquer précocement avant un stade irréversible où la myélopathie est évoluée et les séquelles sont définitives. Et aussi de la traiter précocement, médicalement ou chirurgicalement, ou les deux en même temps, parce que les étiologies sont très multiples. Et gardez en tête que le pronostic neurologique de votre patient est d'autant meilleur que le traitement est précoce. Voilà, c'est-à-dire c'est une course contre le temps. Anatomiquement, je vous rappelle que la moelle est composée de contenants et de contenus. Le contenant est osseux avec des articulations et les ligaments. On a 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques et 7 vertèbres lombaires et les vertèbres sacro-coccygiennes. Comme le canal vertébral est osseux, donc il est inextensible. Le contenu, c'est la moelle épinière qui fait partie du système nerveux central et chemine dans le canal rachidien. S'étend du tronc occipital là et se termine par la cône terminale au niveau de L1, L2. Au-delà, il y a les dernières racines nerveuses qui sortent en formant la queue de cheval.
la queue de cheval, la cône terminale, et il y a deux renflements, un est cervical, le 2 est lombaire. Sur une coupe sagittale, on voit le contenu dans le centre. Il est composé d'une corne, voilà la corne antérieure, d'où sort la racine moteur, et une corne postérieure, d'où sort la racine sensitive. La réunion des deux forme le nerf spinal. On voit les différentes enveloppes qui recouvrent la moelle. On a la dure nerf en dehors, et puis l'arachnoïde et la pimère, l'espace arachnoïdien, sous-arachnoïdien, pardon. Comme la dure nerf n'est pas collée à l'os, donc il y a un espace péridural. Cet espace est réduit vers l'avant, mais plus large, est réduit vers l'avant et plus large vers l'arrière. J'espère que le curseur est visible. Ça normalement est visible. L'espace épédural est occupé par la graisse épédurale et le plexus veineux intrarachidien. Ces différentes enveloppes nous permet à faire une classification par rapport à la situation de la compression. C'est-à-dire, si la compression est extradurale ou intradurale, ou la compression est intradurale mais n'est pas en contact avec la moelle, on dit une compression intradurale extramédulaire, ou elle est en contact avec la moelle, donc elle est intramédulaire. Et comme c'est déjà dit, la moelle épinière s'arrête au niveau du L2. Donc la croissance en longueur est moins importante que celle du canal vertébral. Aussi, il faut savoir que l'arachnoïde et la dure nerf s'arrêtent au niveau du S1. Donc l'espace entre L2 et S2 est rempli par le LCR et les racines de la queue de cheval. C'est pour ça on ne fait pas la ponction lombaire au-dessous de L2. Physiologiquement, la moelle épinière est un centre de réflexe et aussi un organe de conduction qui a des voies ascendantes et des voies descendantes. Les voies ascendantes sont deux voies, la voie spinothalamique et la voie lemniscale de la sensibilité profonde. Pour les voies descendantes et principalement le faisceau pyramidal. En entrant dans le lobe du sujet, la compression médulaire est tout processus pathologique non traumatique, qui est par phénomène mécanique, c'est-à-dire un processus pathologique en dedans du canal rachidien qui exerce une pression par son volume, et ou des troubles vasculaires dus à la diminution d'irrigation sanguine va entraîner une perte progressive des fonctions médulaires dans l'aboutissement et à une paraplégie si cette compression est dorsale, ou tétraplégie ou quadriplégie flasque si cette compression est cervicale. La physiopathologie de cette compression s'explique de l'effet que le canal vertébral est un espace inextensible. Du coup, n'importe quel mécanisme expansif en dedans provoque la compression, par effet direct ou indirect, par ischémie artérielle, en comprimant une artère nourrissante, ou une gêne au retour veineux. J'aime bien faire une petite remarque, parce qu'il faut dire aussi que lorsqu'on parle de compression médulaire non traumatique, on parle de compression médulaire lente et pas aiguë, c'est-à-dire ici la compression médulaire est chronique, parce qu'elle est aiguë dès la section de la moelle. Donc il s'agit d'une compression médulaire d'origine traumatique. Et voilà, ici, on a la classification dont on a déjà parlé.
on a par rapport les enveloppes de la moelle, on a la compression extradurale ou intradurale. L'extradurale, elle est soit rachidienne ou épidurale, et la compression intradurale, elle est soit intramédulaire ou extramédulaire. Cliniquement et à l'observation seule, on voit que le patient est déjà en position antalgique. La marche est anormale et il y a limitation des mouvements. Souvent, il y a des déformations osseuses type scoliose ou kyphose. Le patient signale la douleur qui est rebelle aux antalgiques qu'on donne habituellement. À l'examen physique du rachis, on trouve le signe de sonnette, il s'agit d'une douleur provoquée à la pression des apophyses épineux. Et on trouve une contracture vertébrale. À l'examen neurologique, et dans tous les cas, on a l'association du syndrome lésionnel et du syndrome sous-lésionnel. Et d'une façon inconstante, on a le syndrome rachidien. Et plus précisément, le syndrome lésionnel d'un côté est du type périphérique, a une grande valeur localisatrice. Il détermine le métanère comprimé exactement. Le patient signale la douleur d'intensité nocturne surtout, elle est rebelle aux antalgiques. Le tableau physique est semblable à celui du syndrome radiculaire. On a des troubles sensitifs, des troubles moteurs et des troubles de réflexe. Les troubles sensitifs sont une anesthésie ou une hypoanesthésie en bande qui désigne le trajet du nerf, et les troubles moteurs sont de type du paralysie flasque avec amyotrophie et des fasciculations et troubles neurologiques. Et il y a une hyporéflexion ou une abolition totale de la réflexion. Dans l'autre côté, le syndrome sous-lésionnel, à lui, il traduit la souffrance des voies sensitives et moteurs. Donc, une atteinte des différentes sensibilités, que ce soit profonde, tactile ou thermoalgésique, et atteinte moteur du type central. Donc, paralysie, une hypertonie type spastique, une hyperréflexie par des réflexes exagérés, vifs, diffus et polysémitiques. Et le signe de Babinski est positif. Le Babinski est l'extension à réflexe cutané plantaire. Et il y a des troubles sphinctériens aboutis à une miction difficile. Le syndrome rachidien, qui est inconstant, et traduit la souffrance des éléments osteo-disco-ligamentaires. Et comme c'est déjà dit, on a la douleur rachidienne localisée, elle est soit spontanée, soit provoquée par le signe de sonnette. L'attitude est anormale, dite antalgique. Il y a une raideur, c'est-à-dire contracture vertébrale et des déformations douloureuses. On voit dans ce schéma un siège de la lésion situé dans la zone colorée violet clair, ce qui induit une interruption du boucle gamma. Par conséquent, on a une abolition des réflexes. Sous le siège de la lésion, et par interruption pyramidale, il y aura exagération des réflexes. L'évolution d'une compression, elle peut être soit brutale, soit progressive. Si elle est progressive, elle est en 5 phases, selon la courbe de Guillot. La phase 1, il y a une paraparésie. La phase 2, on a une paraplégie spastique. La phase 3, la paraplégie est hyperspastique. La phase 4, la paraplégie est flascospasmodique. Jusqu'au stade 4, il n'y a que l'effet compressif, c'est-à-dire les lésions neurologiques sont réversibles. Mais à la phase 5, on perd toute spasticité, parce qu'il y a les troubles vasculaires qui s'ajoutent. Et par manque d'irrigation suffisante de la moelle, elle se nécrose, ce qui manifeste cliniquement par une paralysie flasque, dont les lésions sont irréversibles malheureusement.
Pour les caractères de chaque phase, la parapharysie se manifeste par diminution de la force musculaire et une hypoesthésie. On a aussi une claudication intermittente, c'est-à-dire une douleur du membre inférieur durant la marche et disparaît au repos. L'épreuve Mangasini et Barré est positive, ainsi que le Babinski est positif. À la phase 2, la paralysie s'installe, avec une hyperréflexie. Aussi, il y a des troubles sphinctériens qui commencent. La phase 3, on a une hyperspasticité, avec triple flexion des membres inférieurs et des troubles trophiques. La spasticité commence à disparaître à la phase 4, dont le caractère est flascospasmodique. Et elle disparaît carrément à la phase 5, ce qui donne une paraplégie flasque. L'évolution d'une compression, elle peut être aussi brutale, par compression d'un tronc artériel, donc un ramollissement médulaire. C'est la myélomalacie. Pour le pronostic, on a premièrement le pronostic fonctionnel, qui dépend de l'importance et la durée de la compression, c'est-à-dire une compression qui est moins importante avec une intervention rapide en raccourçant la durée de cette compression, elle donne un pronostic plus bon. Et aussi la participation d'un facteur ischémique. S'il n'y a pas un trouble vasculaire, le pronostic est mieux. Par contre, au stade de la myélomalacie, et comme le malade est paralysé totalement et définitivement, le pronostic vital est en danger, à cause des complications infectieuses et des complications de l'allaitement, c'est-à-dire notamment les escarres. Les escarres sont des ulcérations profondes de la peau, voire la nécrose, due au contact prolongé avec plomb dur. Il faut savoir qu'une compression selon son siège, elle se manifeste par des syndromes variés, selon la variété topographique, quelle que soit en hauteur ou en largeur, ce qui donne des différentes formes topographiques. À cette partie, je vais y aller rapidement et brièvement parce qu'elle fait l'objet d'un cours spécial. De haut en bas, on a les compressions cervicales, compression dorsale ou lombaire, les compressions de la cône terminale ou compression des racines de la queue de cheval. Pour ce qui est des compressions cervicales, elles sont hautes ou basses. Les hautes correspondent à la compression du complexe athoïdo-axoïdien, c'est-à-dire le C1, c'est l'atlas, et le C2, c'est l'axis. Et comme c'est un complexe, c'est difficile à préciser entre les deux. En tous les cas, elles provoquent une tétraplégie, une hydrocéphalie par obstacle à l'écoulement du LCR, peut-être une névralgie d'Arnold, c'est la compression et elle est en siège de l'axis, des troubles de sensibilité de la face, une névralgie faciale. Lorsque la compression est basse, on trouve un syndrome lésionnel front à un caractère du syndrome radiculaire, c'est-à-dire atteinte sensitivo-motrice et de réflexe, selon le trajet du nerf touché. Pour syndrome radiculaire C5, on trouve des troubles moteurs qui touchent le muscle deltoïde, donc atteinte de l'abduction, des troubles sensitifs dans la face externe de l'épaule et atteinte de réflexe bicipital. Si l'atteinte est dans C6, donc il y aura une atteinte de flexion du coude et le réflexe stylo-radial est aboli. Les troubles sensitifs font le trajet de la face antérieure du bras et la face extérieure de l'avant-bras et le pouce. Si la lésion est siégée à C7, les troubles moteurs touchent l'extension du coude, les extenseurs des doigts et du poignet. Le réflexe tricipital est atteint. Il y a troubles sensitifs dans la face postérieure du bras et de l'avant-bras et les trois doigts médians. Une lésion au niveau de C8, on a une sensibilité de la face interne du bras, de l'avant-bras, le quatrième et cinquième doigt qui est atteint.
Le réflexe cubito-pronateur est aboli et les fléchisseurs des doigts et des muscles des doigts sont touchés. Pour le syndrome lésionnel de D1 est similaire à l'atteinte de C8 pour les troubles moteurs. Les troubles sensitifs sont éradiés du manubrium sternal et se prolongent jusqu'à la face antérieure du bras. La compression des racines dorsales donne une paraplégie spastique avec abolition de réflexe cutané abdominal. Du niveau supérieur, c'est D6 à D8 sans comprimer. Du niveau moyen, c'est D8 à D10 sans comprimer. Et du niveau inférieur, c'est D10 à D12 sans comprimer. Avec une hyperesthésie en ceinture ou en hémiceinture. Pour une compression au niveau lombaire, on trouve le syndrome radiculaire des membres inférieurs. La compression du cône terminal, elle est caractérisée par le syndrome pyramidal et des troubles génito-sphinctériens. Parfois, on trouve une atteinte de la queue de cheval associée. C'est selon le volume de la compression. Le syndrome de la queue de cheval, qui est une urgence neurochirurgicale, on trouve une paralysie flasque avec une anesthésie typique en selle, une aréflexie des membres inférieurs et des douleurs périnéales et abolition du réflexe anal. Les troubles génito-sphinctériens sont très sévères, par une incontinence urinaire et anale et impuissance génitale. On le distingue du syndrome de la cône terminale par l'absence de syndrome pyramidal bilatéral, c'est-à-dire on trouve le syndrome pyramidal dans la compression du cône terminal, par contre est absente dans le syndrome de la queue de cheval. Dans la largeur, la compression peut siéger en postérieur, en antérieur ou au niveau latéral. La forme motrice pure est retrouvée dans les compressions antérieures et elle peut simuler une maladie de motoneurone alpha, comme la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Charcot. Le syndrome cordonal postérieur est retrouvé dans les compressions postérieures. Et les compressions latéromédulaires sont responsables de syndrome de Brown-Séquard, c'est-à-dire une atteinte du trouble de sensibilité épicritique et thermoalgésique du côté contralatéral de la compression et des troubles moteurs et de sensibilité profonde dans le côté homolatéral de la compression. Passons au chapitre des examens complémentaires. Pour réaliser le diagnostic d'une compression médulaire, l'IRM est l'examen du choix. Non seulement il permet de faire le diagnostic, mais aussi il donne une approche au diagnostic anatomopathologique. Parce que maintenant, lorsqu'on parle d'IRM, elle n'est plus comme avant. Il y a vraiment beaucoup de séquences. Il y a le T1, le T2, le T de flair, l'IRM perfusion, l'IRM diffusion. C'est pour ça qu'il permet de faire l'approche à l'anapathe. Pour l'IRM avec injection d'un produit radio-opaque comme le gadolinium, il y a deux temps. Le temps T1 montré en cliché A, qui est anatomique, le temps T2 montré dans le cliché B, qui est myélographique. On voit une hyperintensité, et dû au caractère du LCR avec le produit radio-opaque qui va comporter comme de la myélographie, et donne un hypersignal, ce qui est montré en blanc. Ce qui permet de suivre sa propagation, c'est-à-dire la propagation du LCR, et montre le niveau de l'obstacle. La ponction lombaire, elle n'est pas de grande valeur, et en plus de ça, elle est risquée. Donc c'est évité. Pour la radiographie rachidienne, elle garde une valeur, surtout dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'investigations complémentaires. Un tassement du corps vertébral, signe direct d'une néoplasie. Le tassement vertébral avec une atteinte de disque, c'est un signe direct d'une spondylodécite. Parce qu'une inflammation d'origine néoplasique, quelle que soit d'origine primitive ou secondaire, touche que le corps vertébral. Par contre, l'inflammation d'origine infectieuse touche le corps et le disque.
Un vertèbre grillagé est signe direct d'enjambes qui y sont. Pour les signes indirects, on a une vertèbre en borne qui est une destruction d'un seul pédicule et c'est un signe indirect d'une néoplasie. On a le signe d'Ellsberg qui est l'augmentation de la distance entre les deux pédicules. L'agrandissement du trou de conjugaison est un signe de non-reniement ensablier. À droite, on voit une vertèbre très dense. C'est une vertèbre en ivoire, due à une tumeur métastatique, le plus souvent d'un cancer du prostate. À gauche, ce qui est encerclé, c'est un pédicule détruit, réalisant l'aspect d'une vertèbre en borne. Le scanner rachidien est mieux pour visualiser le contenant, c'est-à-dire les lésions osseuses. Pour les autres examens complémentaires, on a la myélographie. Il s'agit d'injection d'un produit radio-opaque au niveau lombaire ou sous-occipital et faire plusieurs clichés. Mais comme c'est un examen très invasif, est refusé maintenant. L'artériographie, elle peut être utile dans les malformations artério-veineuses. À côté de l'IRM, on demande autre exploration radiologique ou biologique pour plus d'arguments en faveur du diagnostic posé. Par exemple, il faut faire un bilan infectieux pour le diagnostic d'un spondylodécite. La CRP est la vitesse de sédimentation dans le cadre de syndrome inflammatoire. On fait un téléthorax à la recherche d'une tumeur pulmonaire primitive. On demande la calcémie pour chercher une lyse osseuse d'origine tumorale. Chercher une dysglobinémie monoclonale par une électrophorèse de protéines. On arrive au chapitre des étiologies. On les classe en 3 groupes. Des compressions médulaires extradurales et des compressions médulaires intradurales, que ce soit extramédulaire ou intramédulaire. Commençons par le premier grand groupe, qui représente 30% de l'ensemble des compressions médulaires, dont les tumeurs osseuses sont la cause la plus fréquente, bénigne ou maligne, primitive ou secondaire. Primitive donc d'origine d'un vertèbre donné, secondaire, c'est-à-dire des métastases, que ce soit vertébrales ou épidurales, et ce sont la cause la plus fréquente. Ils sont développés à partir d'une tumeur primitive à distance, le plus souvent de la prostate chez l'homme et du sein chez la femme, et aussi le cancer du poumon chez les deux sexes. Aussi, les hémopathies malignes, comme la leucémie aiguë et le myélome multiple, peuvent être l'origine d'une compression médulaire. On parle d'épidurite métastatique lorsqu'il y a une inflammation d'origine néoplasique secondaire. Elle touche que le corps vertébral mais jamais le disque. Et on voit sur le cliché de l'IRM par injection du gadolinium en T1 et T2 qu'il y a une lésion lytique osseuse et un syndrome inflammatoire qui touche tout le corps vertébral. Et voilà 2 clichés typiques de métastases vertébrales, vertèbre borne et vertèbre en ivoire. Les métastases vertébrales et épidurales imposent la radiothérapie en urgence. On l'associe avec la corticothérapie parentérale à forte dose et les antalgiques. On a recours à la chimiothérapie pour les cancers chimiosensibles comme les hémopathies malignes et un traitement hormonal pour les cancers hormonodépendants comme le cancer du prostate et du sein. On arrive aux étiologies infectieuses. La spondylodécite. La cause la plus fréquente de la spondylodécite, c'est l'inflammation spécifique, d'origine tuberculeuse. On parle de la tuberculose osteo-articulaire ou le mal de Potte. Déjà, le patient présente des antécédents de la tuberculose pulmonaire ou bien une notion de contagion tuberculeux et des signes de l'imprégnation. Le diagnostic est confirmé par l'IRM et l'étude à l'anapathe par la mise en évidence de la nécrose caséeuse. Comme l'inflammation est infectieuse, elle touche le corps et le disque vertébral.
Donc, on part de la spondylodécite tuberculeuse, proprement dit. Juste une information de plus, il y a une deuxième cause de l'inflammation spécifique qui donne la spondylodécite. C'est la lèpre ou la lépromatose. On la trouve à l'Inde. On traite la spondylodécite tuberculeuse par une antibiothérapie de longue durée qui va de 1 à 2 ans. Pour la spondylodécite due à des germes non spécifiques est très souvent due au staphylocoque doré. Elle est moins importante que celle provoquée par le BK et on la traite par des antibiotiques bactéricides de large spectre, généralement dans une durée de 21 jours. L'origine parasitaire est rare, mais elle est représentée essentiellement par le kyste édatique, qui a une évolution très lente. Mais une fois le kyste est volumineux, le pronostic devient très mauvais. Deuxièmement, l'épidurite infectieuse. C'est l'inflammation de l'espace épidural, quel que soit en antérieur ou en postérieur ou latéralement. Souvent, elle est due au staphylocoque doré par dissémination hématogène dont la porte d'entrée est cutanée. C'est une urgence neurochirurgicale diagnostiquée par l'IRM. Vous voyez à gauche, dans le cliché de T1, un coulé de pus qui allait de D5 à D9. Et à droite, en T2, il se montre comme une hyperintensité. Le traitement est basé sur antibiothérapie bactéricide à forte dose. En cas d'aggravation, la décompression chirurgicale s'impose. Pour les causes articulaires les plus fréquentes, on a l'arthrose cervicale. Et elle est la plus fréquente et elle touche les sujets âgés plus de 50 ans, avec antécédent de traumatisme cervical. La compression est due au rétrécissement du canal cervical par la présence des ciliés d'escale ostéophytiques. Radiologiquement, on les voit comme un éperon osseux en bec de perroquet. L'arthrose demande beaucoup de repos, parfois à la porte d'une ménerve, voire des séances de traction cervicale douces et progressives. La douleur est cédée par les antalgiques habituels ou les ANS, ou parfois même des infiltrations intradurales de dérivés des corticoïdes. En cas d'échec, la chirurgie s'impose. Aussi, parmi les étiologies extradurales, on a l'hernie discale cervicale, qui est une étiologie rare et survient brutalement après un mouvement violent. On a recours aux antalgiques, aux ANS et aux myorelaxants. S'il y a des troubles neurologiques, il faut faire une exérèse chirurgicale. Dans tous les cas, il faut des séances de rééducation. Aussi, parmi les causes d'apparition brutale, c'est l'hématome épidural, qui cause des douleurs intenses. Il faut l'évacuer très rapidement et arrêter le traitement anticoagulant. Les malformations de la charnière cervico-occipitale peut être aussi l'origine d'une compression médulaire extradurale. On passe au deuxième grand groupe, c'est les compressions intradurales. On parle premièrement des compressions extramédulaires qui sont de loin les plus fréquentes. On a principalement 2 tumeurs bénignes. Qui dit bénigne dit qui sont et non agressifs pour la moelle. Le neurénium cervical, l'apanage de l'homme jeune de 35 ans à 40 ans. Le méningiome est second dorsal, qui est l'apanage de la femme jeune de l'âge de 40 ans. Pour le neurénium, est parfois en extradural, puis traverse le trou de conjugaison et s'étend en intradural, réalisant le neurénium en sablier, comme c'est schématisé dans la photo la plus haute. On voit dans le cliché de l'IRM une hyperintensité d'aspect en sablier, c'est-à-dire en arabe proprement dit c'est shakl as-sa'a ar-ramliya. C'est le passage à travers le trou de conjugaison
qui donne ce aspect. Le norinium en sablier est exercé en 2 temps et le pronostic est bon. Peut être mauvais si le norinium s'intègre dans le cadre de neurofibromatose, ce qui rend les possibilités chirurgicales limitées, mais très limitées. J'ouvre une parenthèse pour parler de la maladie neurofibromatose, qui est génétique et héréditaire à transmission autosomique dominante. Il y a 2 types, dont le type 1 est 10 fois plus fréquent que le type 2. Le type 1 ou maladie de von Recklinghausen est dû à une mutation de gène NF1 trouvée sur le chromosome 17. Par conséquent, on a des tumeurs multiples, primitives du système nerveux central, comme le méningiome, le gliome du nerf optique, l'épendymome, les glioblastomes, même le phéochromocytome et le rhabdomyosacrum. On a des signes qui révèlent cette maladie, comme les taches cutanées, café au lait, le nodule de Leach qui révèle le tumeur de l'iris et des signes radiologiques comme l'ostéite fibrokystique. Pour le type 2, est dû à la mutation de gène NF2 qui est situé au chromosome 22, ce qui est cause des tumeurs multiples souvent bénignes. Et voilà quelques images montrent les signes révélateurs de la maladie de neurofibromatose. En haut, on a des nodules de Leach dans l'œil, signe de tumeur de l'iris. Juste à côté, on voit les taches de rousseur axillaire. En bas à droite, on voit des taches café au lait sur la peau. À gauche, la peau du malade est recouverte de neurofibromes. En fait, pour poser le diagnostic de neurofibromatose, il nous faut au moins 2 critères parmi ces critères. Atteinte d'un parent du 1er degré, au moins 6 taches au café au lait sur la peau, des taches de rousseur axillaire, un tumeur de la voie optique, au moins 2 neurofibromes, des formations osseuses, comme la scoliose. L'association de 2 signes permet de confirmer le diagnostic. On ferme cette parenthèse où le neuronium médulaire se trouve dans le cadre de la neurofibromatose. On revient à la deuxième cause principale des compressions intradurales extramédulaires. C'est le méningiome. Comme déjà dit, il est bénigne et il touche la femme jeune. Il est de bon pronostic et il se traite par exérèse chirurgicale. À l'IRM, il est très hyperintense parce qu'il est richement vascularisé. Le dernier sous-groupe est les compressions intramédulaires. Ce sont une minorité de 20%, présentées principalement par l'épendymome et l'astrocytome. À l'IRM, ils ont un caractère kystique et le traitement est basé sur la chirurgie et la radiothérapie. Voilà un cliché d'IRM qui montre en T2 un épendymome hyperintense collé à la moelle. On a aussi l'angiome médulaire qui peut être à l'origine d'une compression intramédulaire. Parmi les autres tumeurs qui peuvent se trouver en intramédulaire, on a le tératome, qui est hétérogène à l'imagerie parce qu'il est constitué de différents tissus, de dents, des cheveux, etc. Leur origine est les 3 feuillets embryonnaires. On a aussi les lymphomes qui sont rares, les lipomes qui sont plus fréquents et se montrent à l'IRM comme une masse graisseuse. On a aussi l'hémangioblastome qui est une tumeur vasculaire se draine par les veines péales qui peuvent présenter un aspect dilaté à l'IRM. Le traitement d'une compression médulaire d'origine non traumatique. Chaque étiologie a son traitement adéquat, mais il consiste en premier lieu à lever l'obstacle par des compressions médulaires, soit tumoroctomie ou laminectomie, et l'association d'un traitement adjuvant, soit la chimiothérapie ou la radiothérapie ou la antibiothérapie. C'est selon l'étiologie qu'on a. En conclusion, je veux que vous gardez dans la tête que la compression médulaire est
Premièrement, une urgence diagnostique et thérapeutique. 2. L'IRM et l'examen clé. 3. Le syndrome lésionnel et le syndrome sous-lésionnel font la clinique. 4. Le traitement est de lever l'obstacle chirurgicalement et ou médicalement. 5. Le pronostic dépend de la précocité d'intervenir sur la compression, la durée et l'importance de cette dernière et l'existence d'une ischémie. Et maintenant, si tout est dans l'ordre, je vous challenge à donner un maximum de réponses justes à quelques QCM. Une compression médulaire, vous trouvez la réponse fausse. Le syndrome lésionnel ne signe pas le niveau de la compression. Ici, c'est évident que c'est totalement l'inverse. Le syndrome lésionnel a une grande valeur localisatrice et détermine le niveau de la compression. B. Nécessité au traitement chirurgical rapide. Oui, parce que la compression médulaire, c'est une urgence. C. Le pronostic fonctionnel dépend de la précocité du diagnostic, très juste. D. Peut se décompenser brutalement par myélomalacie. Oui, on a deux modes d'évolution, un progressif, l'autre est brutal, et qui se dégrade en myélomalacie. E. Le syndrome sous-lésionnel est médulaire. Oui, c'est juste. Donc, QCM1, réponse est A. QCM2. Le syndrome de compression médulaire d'installation aiguë fait évoquer. On parle ici d'installation aiguë. Recherchez la réponse juste. Un métastase vertébrale, une spondylodécite, un méningiome, A et B, A et C. Lorsqu'on parle d'installation aiguë, donc c'est évidemment qu'il n'est pas d'origine tumorale. Elle doit être d'origine infectieuse ou suite à une agression mécanique brutale. Donc ce n'est ni A ni C. Par contre, une spondylodécite, c'est une inflammation, il y a une inflammation suite à une infection. Donc, on déduit que c'est la réponse B. Donc, QCM2, réponse B. L'examen paraclinique du choix pour le diagnostic de compression médulaire, retrouvez la réponse juste. Alors, sans réfléchir, c'est l'IRM médulaire. Donc, QCM numéro 3, la réponse est A. Le syndrome sous-lésionnel d'une compression médulaire comprend. Retrouvez la réponse fausse. Souvenez-vous les docteurs, le syndrome sous-lésionnel est de type central. Donc on trouve un déficit moteur qui ressemble au syndrome pyramidal, donc une hyperréflexie, une paralysie, une hypertonie type spastique et des troubles sensitifs et troubles sphinctériens. Donc A. Un déficit moteur. Oui, c'est juste. B. Des réflexes tendineux abolis. Là, c'est faux. Ils sont très vifs. C. Des troubles sphinctériens. Juste. Des troubles réflexes tendineux vifs. Oui, c'est juste. Une hypertonie spastique. C'est juste. Donc, QCM4, la réponse est B. QCM5. Une compression médulaire lente. Retrouvez la réponse fausse. C'est une urgence neurochirurgicale. Oui. Le syndrome lésionnel a une valeur localisatrice. Oui. Le syndrome rachidien est inconstant. Oui. Les troubles sphinctériens sont absents. Là, c'est faux. Par contre, ils sont présents. L'IRM médulaire et l'examen à pratiquer. Oui. Donc le QCM5, réponse B. QCM6. Le stade 4 de la courbe de Géo correspond à. Souvenez-vous les docteurs que la phase 1 correspond à la paraparésie, la phase 2 c'est la paralysie spastique, la phase 3 c'est la paralysie hyperspastique, la phase 4 c'est la paralysie flascospasmodique. Donc c'est la réponse C. On a la réponse A correspond, c'est la paraplégie spastique, c'est la phase 2. B, la paralysie flasque, c'est la phase 5. C, on a dit que c'est la phase 4. D, la paraplégie hyperspastique, c'est la phase 3. E, un stade irréversible, c'est la phase 5.
QCM7, le tableau clinique d'une compression médulaire comprend tous ces signes, sauf une atteinte pyramidale, oui, on le trouve dans le syndrome subluxationnel, un syndrome rachidien, oui, ça se peut, un syndrome lésionnel, toujours, oui, D, une ataxie à la marche, non, pas du tout, E, une anesthésie en selle, oui, s'il y a une compression au niveau de la queue de cheval. Donc, QCM7, c'est la réponse D. QCM8, un syndrome du cône terminal présente des troubles génito-sphinctériens et un réflexe cutané plantaire en flexion. Non, c'est physiologique, ça. B, un déficit sensitivo-moteur avec abolition du réflexe crémastérien et rotulien. Oui, c'est juste. Une anesthésie en selle et un réflexe cutané plantaire en extension. Oui, ça se peut. Donc, la réponse B et C, c'est juste. On a l'association des deux, c'est la réponse E. QCM8, la réponse est juste, c'est E. QCM numéro 9. Le pronostic fonctionnel est en relation avec. Recherchez la réponse fausse. L'importance de la compression, la participation d'un facteur ischémique, la durée de la compression, l'âge du patient, toutes ces réponses. A. L'importance de compression, c'est juste. B. Participation d'un facteur ischémique, c'est juste. La durée de compression, c'est juste. Par contre, l'âge du patient, je ne trouve pas que c'est juste. Parce qu'on parle ici du pronostic fonctionnel. Donc, D, c'est la réponse fausse. QCM9, la réponse est D. QCM10. Le syndrome lésionnel permet de donner le niveau de la lésion et il associe des douleurs radiculaires dans le territoire radiculaire impliqué, c'est juste. Un déficit moteur correspond au territoire radiculaire atteint, oui. Une amyotrophie dans le territoire touché, oui. Une hypoesthésie en rapport avec le territoire radiculaire atteint, oui. Une hyperréflexie tendaineuse dans les territoires radiculaires atteints. Une hyperréflexie, donc c'est faux. On a une hyporéflexie tendaineuse dans les territoires atteints. Parce que le syndrome lésionnel est un syndrome de type périphérique. Donc, QCM10, la réponse est E. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous. Je vous souhaite bon courage et salam.